Salut tout le monde, bienvenue chez Menji, votre podcast, là où on parle de la communauté congolaise sur la culture, la transmission, l'éducation et tout ça. Et je suis votre host, Bichula Kabea, et aujourd'hui je suis accompagnée par mon frère Kani. Merci beaucoup Kani d'être là. Merci, et enfin, je suis vraiment contente que tu sois là parce que depuis, comme Kani habite à Kinshasa, on s'est vu pour la première fois à Kin. Exact. On a fait notre conférence ensemble que j'avais organisée. Je sais que je vous dois encore des photos depuis que j'avais dit, des photos plus la vidéo qu'on avait fait parce qu'on avait tout filmé, mais ça arrive encore. Et Kani était un des panélistes et ça s'est très bien passé. Et j'espère vraiment qu'on aura encore plusieurs conférences qu'on va faire à Kin. Et j'ai vraiment aussi hâte qu'on puisse avoir cette conversation parce que ça me tenait à cœur d'avoir cette conversation avec toi. Donc aujourd'hui, on va parler sur comment notre jeunesse congolaise vit sa patriotisme. Donc, comment on est motivé pour aimer le pays, comment on est motivé pour travailler pour notre pays, comment, qu'est-ce qu'on met en place en tant que communauté, en tant que parents, en tant qu'État, en tant qu'école. Donc, ensemble, en tant que communauté, qu'est-ce qu'on met en place pour que des jeunes Congolais puissent se dire, oui, le Congo, la RDC, je donne tout. De Toloba, donc, Eloka Makassi, vraiment. Exactement. Eloka Makassi, donc, on a Congo, quoi. Voilà, comme un photos à la Makassi, quoi. Parce que RDC, on est sûr qu'ils aient Eloka Makassi. Il n'y a pas de discussion. Donc, on va parler sur ça. On va d'abord aussi parler sur l'expérience de Kani, comment lui, il a vécu ça, comment lui, en tant que jeune Congolais, il s'est motivé pour travailler pour son pays. Parce que Kani, c'est un des membres de Écolo, un collectif qui travaille sur la décolonisation, qui fait des visites de la décolonisation. Notamment les visites guidées, oui. Ouais, des visites guidées. Et je trouvais ça super frappant et important parce que souvent, quand on parle de la décolonisation, on pense que c'est vraiment quelque chose de la diaspora, que c'est quelque chose qu'on en parle ici en Europe, mais que les gens en Afrique en général ou même au Congo ne parlent pas de la décolonisation. Mais ils le font. Et je sais qu'ici, c'est vraiment devenu un business de beaucoup d'organisations aussi flamandes qui font des visites guidées, des visites décoloniales, oui. Ouais. Et donc, je trouvais ça aussi vraiment important que nous-mêmes, on puisse aussi prendre des choses en main pour le faire. Donc, c'est pour cela que je n'ai pas hésité de te contacter directement. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, c'est vraiment des activités qu'on peut faire, même quand on part à Kin. On ne sait pas qu'on a aussi des choses comme ça et on s'arrête aux choses qu'on connaît vite fait, et après, on se met là, mais il y a aussi des choses éducatives aussi, surtout. Exactement. C'est que je trouve aussi en général qui manque énormément à Kinshasa. Donc, vraiment, félicitations pour ça. Et je te donne aussi le temps pour te présenter. Merci, ma sœur. Merci pour l'invitation. Donc, moi, je vais me présenter. C'est Ketikila Kani Matondo, merveille. Je préfère qu'on m'appelle Kani. Donc, je suis juriste fiscaliste de formation et de profession. J'ai fait mes études en RDC et en Belgique. Et après mes études en Belgique, je suis rentré en RDC pour travailler. Là, je suis manager tax and legal dans une fiduciaire. On accompagne fiscalement et juridiquement des clients. Et à côté de ça, je suis membre du collectif Écolo, Mémoire et Héritage. Comme tu l'as dit, voilà, qui est un collectif... un mouvement militant décolonial et panafricain qui existe depuis 2020 en RDC. Et donc, voilà, dans notre pays, dans notre ville Kinshasa, où la mobilité est difficile, c'est notre pays, le problème d'énergie. Voilà, c'est pas facile de mener cette vie en même temps professionnelle au niveau fiscal et de l'autre côté militant. Mais voilà, on essaye de faire ce qu'on peut. Et donc voilà, de manière, je peux dire, succincte, ma petite présentation. Et je vis en RDC. Donc je suis en vacances en Belgique. Et j'ai l'estime honneur d'être... Bienvenue parmi nous. Voilà, Kani nous a mis la chaleur. Bienvenue parmi nous. Merci. Et ça se passe bien les vacances ici en Belgique? Ça va, en mode repos. Je suis venu voir ma famille. Je profite aussi pour voir des amis de la promotion et mes amis dans la lutte, parce qu'il ne faut pas oublier, quand j'étais aussi étudiant ici à Bruxelles, je faisais partie de certains mouvements militants. Donc, c'est le moment de retrouvailles. Et on cherche aussi à s'approvisionner en matière de livres à caractère fiscal ou à caractère militant aussi. Donc, voilà, c'est un bon moment. Donc, bienvenue merci chez beaucoup. nous.
Merci. Bienvenue chez... Maintenant, c'est Philippe. Bienvenue chez Philippe. Et Kawaya. Respect à eux. Magnifique cadre, donc ça va, quoi. Oui. Et je me rappelle quand je parlais avec toi et on discutait sur le mot écolo. D'abord, pourquoi vous avez choisi le nom écolo pour votre collectif? Exactement, parce que, et même ça revient, ça nous ramène à l'histoire de la naissance de notre collectif. En fait, tout est parti d'un constat. Mm-hmm. On s'est rendu compte qu'on parlait peu ou pas du tout du Congo. Son histoire, son présent, son devenir, ce n'était pas sur la table de discussion, que ce soit dans nos familles, dans nos écoles, dans nos églises, et ce qui est grave, voire même dans nos universités. Et donc, ça a été déjà un premier constat qu'on avait fait avec des amis quand j'étais aux études au Congo. Et donc, j'arrive en Belgique, le problème se pose aussi avec Acuité. Oui. Et d'ailleurs, on a eu organisé une conférence avec des amis que je salue, Fabrice Mouchipa et Pudens Malibabo, sur la table ronde économique à ULB. Et il fallait que l'organisation porte un nom. On s'est dit, ça sera écolo. Pourquoi? Parce que ça nous ramène à la nation. Parce que écolo, voilà, en lingala, signifie nation. Ça nous ramène vraiment à la nation congolaise. Oui. Donc, nous allons ramener sur de tables de discussion, des échanges, notre nation qui est le Congo. Parce qu'on se rend compte qu'on vit comme si on était en plein apogée et on cherchait le déclin, comme si au Congo tout allait bien, alors que nous traversons depuis, je dirais, 2 siècles, une situation assez compliquée, assez difficile. Et donc, les problématiques sur le Congo devaient se poser vraiment avec acuité et tout le temps. Et voilà comment est née l'idée, et je dirais même la dénomination écolo. Et donc, quand je suis rentré au Congo, avec des amis, on s'est mis ensemble aussi. Et nous nous sommes dit, il est temps de mettre en place une association qui va vraiment remettre sur la table les problématiques de notre pays. Et il fallait se trouver un nom. Donc, je leur ai dit, avec des amis, on avait déjà réfléchi à ULB, écolo. Ils ont dit oui, on prend. Et on a ajouté mémoire et héritage. Oui, parce que pour moi, quand j'entends le mot écolo, je me dis directement que osa écolo nini. Parce que je me rappelle, souvent je demandais aux gens pour dire en français, tu es de quelle tribu? Et il y a un monsieur qui m'a dit, c'est pas bien de dire ça comme ça. Parce que les mots écolo, si on regarde en français, parce que nous on pense écolo, si on traduit en français, ça veut dire tribu. Mais il m'a dit, c'est pas juste parce que dans le mot écolo, il y avait encore plusieurs dimensions qui fait en sorte que on peut pas limiter la tradition sur tribu. Est-ce que tu peux encore bien vraiment nous expliquer? Parce que là, tantôt, tu as aussi fait le lien entre écolo et nous en tant que nation. Mais moi, je pense que beaucoup de gens, quand ils pensent à écolo, pensent par exemple à osa écolo nini, patati patata. Voilà. Non, exactement, c'est réel. Hein, et une fois de plus, on touche à l'héritage colonial ou voilà, au colonialisme, en fait. Je pense qu'on a déjà entendu dans nos familles, lorsque tu ramènes un ami ou une amie, un de tes parents pose la question Asa Ekolonini. Oui. Et c'est subtil. En fait, ça ne nous ramène pas au Congo en tant que tel. Ça nous ramène à nos particularités et à nos différences. Non pas pour les célébrer, mais une fois de plus, si on regarde bien, c'est en fait pour nous diviser, en fait. Et c'est l'astuce utilisée par le colonisateur, diviser pour mieux régner, où lorsqu'on se met ensemble, on cherche toujours à nous ramener à nos différences, à nos particularités. Et l'acception, la signification que nous avons adoptée pour écolo, elle est plus profonde que ça. Parce que écolo nous ramène à l'unité nationale, à la nation congolaise en tant que telle. Et nous ramène aussi à la communauté ou à l'union de différences culturelles, de différences ethniques. Donc, c'est la mise en communauté de toutes ces différences culturelles qui constituent écolo en tant que tel. Et ça va encore au-delà même de la nation congolaise. Donc, on peut encore l'étendre, voire même à l'Afrique. Parce qu'en réalité, si on regarde bien l'histoire de la RDC, l'histoire de l'Afrique, elle est identique. On est unis par le sort,
On connaît notre histoire qui est une histoire... on a une histoire de grands empires et de royaumes, mais aussi on a une histoire de damnés de la terre. On a connu l'esclavage et la colonisation. Donc, on est unis tous ensemble par le sort et unis aussi dans l'effort pour se dire on doit se battre pour notre indépendance, comme nos pères et mères pour l'indépendance se sont battus, et on doit se battre aussi pour la liberté. Donc, ça fait même de notre continent écolo. Donc, c'est au-delà de nos particularités, de nos différences ethniques et culturelles, c'est l'union, c'est la communauté de toutes ces différences qui forment écolo. Et donc, nous, on veut dire dans nos discussions, ramenons la nation, ramenons l'Afrique sur la table de discussion. Oui. C'est vraiment super impressionnant parce que des fois, quand on traduit des choses, apparemment, par exemple, en néerlandais, on va dire stam. Et en français, on va dire tribu. Et chez nous, on va dire écolo. Et nous, deux fois, on pense à chaque fois que, voilà, c'est vraiment la traduction, c'est la même chose. Mais quand tu recherches bien, tu vois que dans nos langues, on avait toujours plusieurs dimensions en plan communauté, social, enfant. Tu vois, c'est même aussi comme avec Nzambe ou Dieu. Je préfère toujours de dire Nzambe parce que je sais qu'il y a plusieurs dimensions dans ce mot. Exact. Exact. Et dès que j'ai compris ça, toutes mes prières, ça va direct. Oui. Tu sais, Kani, quand on nous voit, nous deux assises comme ça, et toi avec toutes tes activités que tu fais, et moi aussi avec toutes mes activités que je fais, et on me pose, même quand on vient me féliciter, Bitch, en tout cas, c'est bien, tout ce que tu fais et tout ça. Et après, on me pose la question, mais comment tu t'es intéressé à tout ça? Comment? Surtout les grands, Mouké boye, Olingi Congo boye, Olingi ba histoire ya Congo. Et en fait, moi, les gens sont étonnés comment j'ai pu travailler sur cet amour pour le Congo. Et je voulais un peu savoir pour toi, comment tu as pu avoir cet amour pour travailler pour ton pays, en tant que jeune, pour te donner pour ton pays. Parce que comme tu as dit, ça fait des années qu'on vit en fait... Voilà, on est en guerre, on vit vraiment deux choses. On est en guerre, on est en génocide. En fait, il y a tout pour le moment au Congo. Et si on regarde un peu notre jeunesse dans tout ce qu'on est en train de faire, on doit aussi se dire la vérité que c'est pas toujours la RDC qui nous préoccupe vraiment comme ça le devait, vu la situation de notre pays. Mais comme on dit, on ne doit pas généraliser. Il y a toujours un groupe de jeunes qu'on voit aussi, qui se motivent pour travailler pour le pays. Mais j'ai envie que tu puisses un peu nous parler de ton histoire. Qu'est-ce qui a réveillé ça qu'est-ce qui a réveillé ça en toi? C'était quoi ton entourage? C'était quoi tes role models, en fait, des exemples que tu avais autour de toi? Quelle sorte de livres tu lisais? Parce qu'il y a aussi beaucoup de jeunes que je sais qu'ils ont vraiment envie de travailler pour la RDC. Ils ont vraiment envie aussi de réveiller cet amour-là en eux, mais des fois ne savent pas comment commencer. Non, c'est une question assez profonde, et aussi, je pense que la réponse est aussi personnelle. Moi, l'avantage que j'ai eu avant même d'arriver au bouquin, au livre, c'est d'abord l'histoire de ma famille. Parce que mon père a eu à faire ses études. Il est venu en Belgique pour faire ses études. Et il a fini début des années 80. Et il avait le choix soit de rester ici en Belgique ou de rentrer. Mais son entourage, que ce soit familial, que ce soit amical ici, n'était pas pour, en fait, qu'il rentre. Pourquoi? Parce qu'il devait rentrer, travailler en tant que fonctionnaire de l'État, en tant qu'enseignant. Et début des années 80, c'est la mise en place de politiques d'ajustement structurel. Pour faire bref, ce sont des politiques mises en place par les institutions de Bretton Woods pour que, notamment, les Zaïre à l'époque puissent payer ces dettes. Et il fallait réduire les dépenses publiques, et notamment la baisse, je dirais, des rémunérations pour les fonctionnaires. Donc, ses amis lui disaient, ça ne sert à rien de rentrer maintenant au Zaïre, vaut mieux rester en Belgique. Il n'a pas écouté, il est rentré. Début des années, je dirais toutes les années 80, ça allait. Je suis un peu ému en parlant de cette histoire. Et les années 90, tout a basculé. Années 90, on a les pillages, tout ça.
Et il commence à passer de moi en étant impayé. Moi, j'arrive au monde durant cette période. C'est vraiment la disette, en fait. Et voilà, pas de paiement, la situation est difficile. Et avant même l'entrée de l'AFDEL, j'entendais des discours de mes tantes qui lui disaient Cousin, t'es-tu, tu n'as pas entendu, il fallait que tu restes en Europe. T'as commis une grosse erreur de rentrer en tant qu'enseignant, former les enfants ici en RDC, voire même les autres enseignants. Et surtout qu'il y avait aussi beaucoup de familles qui restaient. En exactement. fait. Il y avait beaucoup de gens qui restaient. Exactement. Oui. Et lui, c'était l'aîné de la famille. On a dit, t'as commis une grosse erreur. Et lorsque tu entends ton père dire, je devais rentrer servir mon pays, je n'avais pas le choix, ça te marque d'une certaine manière. Ouais. Parce que tu entends des discussions des adultes, toi, t'es enfant, tu entends une telle réponse, directement, ça te marque. Et même après, j'essaie de les challenger. Je lui dis, mais pourquoi t'es pas resté en Europe? Il dit, non, je devais rentrer servir mon pays. Je dis, tu regrettes pas? Il dit, je me pose de questions. Mais je devais rentrer servir mon pays. Et ça, personnellement, ça marque. Et je pensais que ça n'allait pas avoir une influence dans ma vie. Mais si ça a influencé mon retour en RDC, quand j'ai fini mes études en Belgique, au détriment ou à la grande tristesse de ma femme, à l'époque ma fiancée qui voulait que je reste, dès que j'ai eu un premier contrat au Congo, je suis vite rentré. Et je suis sûr et certain que cette histoire avec mon père m'a façonné en fait et ça m'a poussé à rentrer au pays sans se poser de questions. Donc là, c'est du côté de mon père et du côté de ma mère, j'ai mon grand-père qui, durant l'époque coloniale, je peux dire, il jouait le rôle de comptable pour un administrateur colonial dans le Congo central. Et puis lui, il a choisi de suivre le mouvement de Simo Kimbangu. Simo Kimbangu était déjà arrêté, mais le mouvement continuait et grandissait dans le Bas-Congo. Et il a tout arrêté pour suivre ce mouvement qui prônait l'indépendance du Congo. Et il va être arrêté avec sa fiancée, qui est notre grand-mère. Et il va perdre d'abord son boulot et il va être déporté et envoyé à Mai-Ndombe. C'est pour cela ma mère, qui est du Congo central, est née à Oshwe. Je dirais loin de la province du Bas-Congo. Et donc, et d'ailleurs, Lumumba parle de cette situation dans son discours du 30 juin quand il parle de reléguer pour opinion politique ou croyances religieuses des exilés dans leur propre pays, dont le sort était pire, vraiment pire que la mort elle-même, en fait. Il parle de dans ce discours, voilà, il parle de Simo Kimbangu, il parle de ce mouvement kimbanguiste et mon grand-père en faisait partie. Et après l'indépendance, il est revenu, il avait tout perdu. Ouais. Il avait tout perdu, il a perdu de terrain. Et quand tu entends les discours de tes oncles parler de ça, ça te marque. Et tu t'es dit, oh, c'est possible de servir son pays et d'être prêt à tout perdre. Et ça te marque. Et moi, je dirais, c'est vraiment cette histoire familiale qui constitue en fait mon lien avec la RDC. Donc, c'est vraiment lié à la famille avant même de parler de livres ou des autobiographies en matière de films. Ça arrivait plus tard. Mais c'est vraiment cette histoire familiale qui m'a marqué et qui a fait en sorte que mon lien d'attachement avec le pays est vraiment assez fort. Ouais, et c'est là qu'on voit l'importance vraiment que les parents, peu importe la situation du pays, qui puissent quand même en fait transmettre, je ne dis pas qu'il faut transmettre la positivité bêtement ou bien en fait faire croire aux enfants de rêve, il faut leur expliquer la réalité, mais en fait il faut leur transmettre cette force. En fait c'est vraiment, vraiment parce que là quand ton papa dit il faut que je retourne au pays parce que je dois me battre pour mon pays, c'est bien clair que le pays va pas bien parce que sinon il va pas aller se battre, mais il t'a transmis en fait certaines forces. Et ça, c'est vraiment super important parce que ça t'a marqué et ça a permis que toi aussi tu dis non, si mon père a eu la force, ben moi aussi je vais aller. Exactement. Oui. Exactement. Et côté, bon, ça c'est côté famille et côté dans la communauté parce que tu étudies ici en Bruxelles, à Bruxelles. Quelle opportunité tu avais en tant que jeune pour développer ton amour pour la RDC?
Mais avant même d'arriver en Belgique, hein, parce que j'ai fait vraiment mes études au Congo. À l'école, il n'y avait pas de moment. Mais je pense qu'une fois de plus, je reviens à mon père. Des activités qui te poussent à se dire, il faut servir l'autre. Chaque vacances, je pense, de mes 7 ans à mes 14 ans, on avait de camps de vacances où on allait s'occuper en fait de personnes vivant avec handicap. De sourds, de sourds-muets, des aveugles. On passait 3 semaines. Il y avait des activités culturelles, de jeux organisés pour eux. On vivait tous ensemble. Et ça, c'était au Congo? Au Congo, bien sûr. Et nous qui avons la possibilité de voir, d'entendre, j'aime pas le mot valide, voilà, on avait l'obligation d'accompagner une personne vivant avec handicap. Et d'ailleurs, ça m'a toujours marqué. Pourquoi? Parce que j'ai vécu une situation un peu rocambolesque. J'étais enfant. On avait un ami, Anthony, qui est malvoyant, qui est aveugle, qui ne voit pas. Et moi, je le surveillais. Et Anthony vient d'une famille riche et il avait un Game Boy à l'époque. Mais il ne voyait pas. Et de l'autre côté, il y avait un enfant qui était, je dirais, à moitié sourd, mais il était totalement muet. Et c'est lui qui s'est mis la terreur dans le camp des enfants. Et il voulait avoir le Game Boy d'Anthony. Oui. Donc, une bagarre éclate entre un enfant aveugle et un enfant sourd-muet. Et tu es enfant, tu es innocent. Pour moi, c'est une situation incroyable. J'éclate de rire. Parce que c'est incroyable. Quand tu es enfant, tu te mets à rire. Et mon père était parmi les responsables du camp. Et à la fin, il me prend de côté. Il me dit, t'es pas venu ici pour assister à des spectacles et commencer à rigoler. Et là, je me rends compte qu'il prend vraiment ça au sérieux parce que moi, j'étais là en tant qu'enfant, je m'amusais. Il m'a dit, non, tu es venu pour aider les autres. Oui. Et il faut en prendre la mesure, il faut être responsable et agir en tant que responsable. Parce que ton attitude, tu ne rends pas service aux autres, en fait. Et tu ne donnes pas l'exemple. Et tu dois être là pour servir les autres, prendre soin des autres. Et tu dois agir de manière responsable. Oui, je comprends, ça peut paraître rigolo, mais tu n'es pas là pour ça. Tu es là. OK. Et là, tu comprends le sens. Tu comprends le pourquoi tu es dans ce camp. Et tu dois rendre service pour les autres. Et donc, au-delà de la nation, tu vois aussi l'amour vis-à-vis de tes compatriotes, vis-à-vis de l'autre. Et ça marque, en fait. Oui. Et pendant 7 ans, j'ai fait cette activité en étant responsable. Et ça m'a marqué, en fait. Et donc, ce sont ces activités, je ne parlerai même pas d'école parce que je ne pense pas qu'à l'école, j'ai eu l'opportunité. Donc, au Congo, je dirais, ce sont ces genres d'activités. Et quand j'arrive en Belgique, voilà, il y a plusieurs mouvements. Il y a le Binabi, voilà. Il y a certains mouvements, je dirais, de militants comme, je dirais, le collectif Mémoire coloniale, voilà, où tu rencontres des amis, voilà, tout est centré sur l'Afrique, sur nos pays, sur des problématiques. Tu es en dehors du pays, mais tu restes attaché à ton pays. Tu réfléchis sur les problématiques de ton pays. Et là, je pense que, et je le dirais, ce sont des meilleurs moments de ma vie. Parce que ça m'a forgé et ça a raffermi en fait le lien que j'ai avec mon pays et mon continent. Oui. Ça me tient énormément à cœur vraiment de voir que dans ton éducation, il y avait vraiment cette partage et même juste parler du Congo de manière positive, mais beaucoup d'enfants n'ont pas ça. Et parce qu'en fait, nos parents, des fois, lembi, ils sont fatigués en voyant la situation du pays, que ça ne change pas. Donc, c'est vraiment, tu peux vraiment te dire chanceux vraiment d'encore être dans une famille là où quand on part du Congo, c'est positif ou bien on te donne en fait la force pour continuer. Moi, par exemple, c'est les déménagements qui m'a fait ça parce que voilà, je suis née au Congo et à 9 ans, j'ai dû venir ici. Et je me rappelle, en fait, j'étais tellement triste parce que les gens te disent au revoir. Mais je pense qu'en tant qu'enfant, tu ne comprends pas que au revoir, Wana, en fait, tu ne sais pas comment Napoto, tu ne sais pas quand tu auras encore assez d'argent pour pouvoir revenir. En fait, tout ce truc-là, moi, je dis au revoir, je vais peut-être revenir ou quoi. Mais quand j'ai vu, en fait, on n'en prend pas juste
la voiture. Non, mais c'est vraiment l'avion. Et je me rappelle que j'étais dans l'avion et je regardais quand l'avion décolle et je me suis juste dit, je veux revenir. Parce que je voyais vraiment qu'on partait. Je me suis dit, waouh, c'est loin. On n'est toujours pas arrivé. Je dors, je me réveille. On n'est toujours pas arrivé. Je dis, waouh, j'ai vraiment laissé la maison loin et il faut que je revienne. Pour moi, je peux vraiment dire que c'était quelque chose qui est né naturellement en moi. Mais après, quand tu as cet amour pour le Congo, travailler pour le Congo, et puis en tant que jeune, tu es un peu dans ton illusion. On va faire ça, on va faire des choses. Et la réalité, c'est que quand tu arrives et tu vois qu'en tant que communauté, toi, tu es jeune, et tu arrives et tu te dis, waouh, il y a encore beaucoup de choses que je dois créer. Il n'y a pas des bases qui a été créées pour moi pour que je puisse, j'aime le Congo, à Nassau, à Bruxelles, je peux aller faire un summer school, je ne sais pas, à propos du Congo. Il y a quelque part là où on nous apprend l'histoire du Congo. Il n'y avait pas ça directement, base one, en fait. Tu viens en tant que jeune, tu as cette envie et c'est toi qui dois commencer à mettre ce base-là. Et pour moi, c'était le cas. Et je pense aussi pour plusieurs jeunes que quand on entend des conversations de nos parents, très négatif, et moi, mon expérience, c'était vraiment, je me retrouve avec beaucoup d'amour pour mon pays, mais je veux, il y a pas des choses qui sont créées là où je peux directement aller et déposer cet amour et participer directement dans quelque chose qui est construit. Donc, en fait, on se retrouvait en tant qu'étudiants, surtout ici en Europe, discrimination, racisme et plus encore l'envie de trouver ton propre histoire, tes propres racines, que vous-même, vous devez en fait le mettre en marche. Là, tantôt, tu as parlé des Binabi, c'est des choses, ça s'est créé par des jeunes, même pas, Binabi peut-être combien des années maintenant. Pour moi, c'est vraiment des choses qu'on a dû créer nous-mêmes et mettre en place. Et je ne sais pas ce que tu penses en tant que communauté ou bien même en tant que notre gouvernement, quelles sont les choses, par exemple, je parlais avec maman Janine. Maman Janine, c'est une maman de la communauté qui fait beaucoup des activités sur le Congo. Et elle m'expliquait que dans le temps du Zaïre, il y avait encore des activités, genre de conférences des étudiants africains qui se retrouvaient avec des Camerounais, tu as Côte d'Ivoire et tout comme ça, conférences des étudiants du continent, et qu'on s'est retrouvés. Mais aujourd'hui, je me dis, où sont parties en fait toutes ces activités et qu'il y avait même des bourses. Des bourses pour venir étudier pour que tu puisses rentrer au pays directement, travail, voiture de société et toutes des choses comme ça. Pour nous, on se dit maintenant, quand on pense au Congo de maintenant, on se dit, c'est pas des choses qu'on a. Et ça, c'est quelque chose que je trouve difficile et je trouve qu'on doit encore travailler énormément pour que quand on a des jeunes qui sortent de famille, là, on les a transmis l'amour pour le Congo. Quand toi-même, en tant que jeune, tu es motivé pour travailler pour ton pays, que tu puisses trouver des structures. Qu'est-ce qui nous manque pour faire des choses comme ça? Bon, avant de parler même de manque, il faut reconnaître ce qui existe déjà. Et c'est là où je dis, il faut dire aussi merci à la diaspora congolaise. Je pense que c'est lié aussi à un contexte. Comme tu le disais, voilà, vous êtes loin du pays, loin de vos racines. Vous cherchez à rester attaché à votre pays. Et la diaspora congolaise a pu mettre en place, je dirais, des structures, des organisations pour que la jeunesse congolaise, au moins, connaisse, je ne dis pas que c'est parfait, mais ça existe aussi, pour que la jeunesse congolaise connaisse son histoire, en fait. Arrive à parler de problématiques, à discuter sur les enjeux, voire même à dénoncer. Et on le voit encore aujourd'hui, et il faut féliciter. On a de pères et de mères de famille qui s'organisaient au moment, je dirais, de commémoration, des célébrations. Ça peut être le 30 juin, ça peut être le 17 janvier,
Ouais. Et maintenant, le 2 août, voilà, Ouais. on assiste à 2 marches. Et ce sont des moments où on arrive à parler de ce qui se passe dans nos pays. Donc, non seulement célébrer nos héros et héroïnes, mais aussi dénoncer surtout la situation liée à la guerre en République démocratique du Congo. Et je pense que toutes ces activités ont fait en sorte que, au niveau de la diaspora, on a quand même une jeunesse qui est vraiment attachée au pays. Je ne dis pas que c'est parfait, mais c'est un bon début qui est vraiment attaché au pays. Et on se rend compte, par exemple, l'une de nos langues, le lingala, commence à avoir de l'ancrage en Europe, dans le milieu culturel, à travers la chanson. Quand on a les anciens de Wenge, les ressortissants de quartier latin, de Viva la Musica, qui portent l'étendard culturel de notre pays, nous avons des enfants nés et grandis dans la diaspora. À travers leur musique, ils essayent de vendre la richesse culturelle du Congo. Je pense que c'est le résultat de toutes ces actions qui ont été menées par des associations privées au niveau de la diaspora et des individus. Mais cela ne suffit pas. Oui. Cela ne suffit pas. Pourquoi? Parce que ces organisations n'existent pas à Kinshasa, en RDC, au Congo. Et c'est là où on voit l'écart en termes de patriotisme entre nos frères et sœurs de la diaspora qui sont fiers de porter le drapeau de la RDC, le maillot national, de parler de leur pays, de la RDC, que de personnes qui sont sur place. De personnes qui sont sur place cherchent à tout prix, je généralise, à quitter le pays, où le lien d'attachement avec la nation n'est pas assez fort. Et c'est là où on revient pour dire que le patriotisme n'est pas un trait ou quelque chose d'inné. C'est un construit social. Ouais. C'est un construit social. Il faut que les associations privées, les individus et l'État travaillent ensemble pour façonner des générations, pour que le produit de ces générations reste rattaché à leur pays. Cela passe par l'éducation. Est-ce que nos jeunes connaissent l'histoire du pays, connaissent les problématiques et les enjeux du pays? Cela passe par des célébrations. Les 30 juin, le 17 janvier, le 4 janvier, le 6 avril, le 6 août, le 2 août. Qu'est-ce qu'on fait? Si on regarde bien, à Kinshasa, oui, le collectif écolo, on essaie à chaque date de commémoration d'organiser des événements. Mais on est une goutte d'eau, en fait, qui ne fait pas déborder le vase. On n'est pas assez représentatif. Je dirais, la moisson pour le mission patriotique ou l'amour patriotique en RDC, la moisson, elle est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et l'État n'aide pas. L'État n'aide pas, donc il n'y a pas un accompagnement pour que les enfants restent rattachés à leur pays. Les jours de commémoration sont des jours où les gens à Kinshasa vont aller prendre leur bière, rester à la maison. Et vous allez entendre même quelqu'un et te dit mais le 4 janvier, là, c'est férié, pourquoi? C'est-à-dire, ils ne connaissent pas l'histoire. Et ça, ce n'est pas de leur faute. C'est parce que l'État ne met pas en place des politiques publiques pour permettre à la population de connaître l'histoire, de célébrer des héros, de dénoncer. En fait, d'être rattaché. En fait, l'amour, on ne peut aimer quelque chose qu'on connaît. Oui. C'est pour cela, nous, au sein de notre collectif, on met un accent particulier sur la connaissance et la maîtrise de l'histoire. Tu ne peux aimer le Congo que si tu le connais, si tu connais son histoire, tu connais son présent et tu es en train de travailler sur son devenir, son avenir. Tu commences à réfléchir sur son avenir, à trouver de pistes de solutions. Sans cela, ce n'est pas possible. Et ce qui se passe, c'est que il y a pas d'émulation en matière de patriotisme. Et malheureusement, dans l'histoire de notre pays, l'État n'a toujours pas joué son rôle pour permettre à ce qu'il y ait, je dirais, de stimulus dans le cadre patriotique. Prenons la génération de nos parents. Mon père qui est rentré, il a eu la chance parce que début des années 2000, il va retrouver
le boulot grâce à ses amis qui sont dans la diaspora. Mais c'est l'exception. La majeure partie des enseignants, des militaires, des footballeurs, des gens qui ont évolué dans le milieu scientifique, culturel, qui ont donné de leur jeunesse, de leur vie pour le rayonnement du Congo. Comment ils ont été remerciés? Voire même comment ils ont fini leur vie. Il y a des personnes qui ont été vilipendées et qui sont, excusez-moi le terme, qui sont morts comme des animaux alors qu'ils ont sacrifié leur vie pour ce pays. Si on se rappelle, avant qu'on parle de remontada, il faut se le dire, hein, dans le milieu footballistique, pour notre génération, nous on parlait de Nzombo les soirs, c'est-à-dire revenir au score à la dernière minute et gagner un match. Le Congo l'a fait en 98. Quand on entend la chanson d'Empire Bakuba, Jamukula Pessima Malé, Mamala Sali Centre, Talamutu affiche. Pose-toi la question, comment a fini Mamalé? Comment a fini Jean Mukulu? Et je suivais dernièrement sur Top Congo FM, Mbayo Sila, qui fait partie de cette génération 98, on lui a posé la question, quel est ton plus grand regret? Il a dit, c'est d'avoir joué à l'équipe nationale. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de reconnaissance. Et quelqu'un qui vient d'une telle famille, qui a vu comment est-ce qu'un scientifique de haut rang finit en exil ou finit dans la pauvreté, un footballeur qui a servi son pays, qui est vilipendé, qui n'est même pas reconnu dans son pays, vous pensez que ce jeune-là va se sacrifier pour la nation? Non. Parce qu'il n'y a pas de cadre qui crée de stimulus. Et là, c'est le travail de l'État. Ce n'est pas que le travail des individus. Et l'État doit jouer vraiment son rôle pour que nous ayons des patriotes. Et c'est un travail que l'État doit faire. Oui. Là, vraiment, je comprends. Et pour revenir sur la diaspora, c'est vrai que quand tu parles, c'est qu'au niveau de parents, c'est qu'eux, ils peuvent donner à leurs enfants côté amour pour le pays et être fiers et travailler pour ton pays. Il y a aussi, c'est que la communauté doit donner. Et c'est que je trouve que nous, ici, on a bien donné, ou bien on a même trop donné qu'on oublie même l'autre partie. C'est vraiment ce côté-là, même pour le 30 juin, même pour le marche qu'on a fait. Hein. Et je félicite vraiment le travail que la diaspora on fait, parce que je suis là-dedans. Mais en tant qu'enfant, moi, je me rappelle plutôt vraiment, il y a ambiance, la musique, les danses. Vous savez, des fois, même Hermokoba marche, Wanapé et Komaki, vraiment des danses et des chants. Hein. Et quand tu arrives dans des ambiances comme ça, on a déjà l'habitude d'aller dans des restaurants, un Port de Namur, Matongeuse, musique, on coupe les cheveux, et on voit les maputas, on voit vraiment ce côté-là, vraiment, comment je peux dire, entertainment, vraiment musical, théâtral, je ne sais même pas si on dit théâtral, théâtre. Ça, on a bien reçu, ça c'est bien rentré, quand on dit, on chante, en lingala, on tosa la maputa, mais ça s'arrête là, moi je trouve. Et puis maintenant, on a besoin de beaucoup plus, que peut-être c'est ça en fait la base que l'État doit mettre et que les parents ne peuvent pas mettre, c'est que ce que tu yoki a kofi, on sait, ce que tu yoki fali, on sait, 243, 204, c'est nous, 243 et tout, comme ça c'est nous. Là, je trouve qu'on est là. Mais quand ça vient sur niveau, il y a le génocide au pays. Tozana, prophète Nakatia pays. Il y a des choses qui ne marchent pas bien. L'éducation ne va pas bien. En fait, on n'arrive pas à avoir encore plus de force, en fait, pour se dire, on va aussi se battre sur niveau Anna. C'est là que ça bloque. Et c'est là qu'après un moment, tu peux être dans la diaspora et participer dans beaucoup de choses. Et tu vas recevoir fierté Wana, que moi, je trouve que ça reste toujours un peu trop côté entertainment. Tu peux aussi avoir les informations. Maintenant, on a aussi vraiment, j'ai aussi dire, oui, il y a aussi des informations, il y a des conférences qui se passent, mais il y a aussi cet écart entre nous et la génération de nos parents. Eux, bazaki kosala ba conférence wana sur les Congo. Eux aussi ne savent pas comment on va aller chez des jeunes, ou bien même pour reprendre le travail. Je pense qu'il y a même beaucoup de travail qui existait quand nos parents, ils étaient encore étudiants, étudiants à Leuven,
Binabi aussi avant, c'était aussi des étudiants congolais, je ne sais pas encore quelque chose comme ça. Certaines choses se sont perdues en fait, ou bien on n'a pas pu faire le lien. Donc, et comment en fait, conférence, on a parlé sur le Congo, de trucs, et comment en fait un truc de vieux, là où les vieux partaient, mais nous, on n'avait pas vraiment accès. Et du coup, moi, je trouve que on est fiers d'être congolais et tout comme ça, qu'on va dire, ah, loketo, ah, musique, ah, boye. Mais quand il y a, et là, on peut même attirer tout le monde avec nous. Les sons congolais, tous nos amis, tout le monde connaît Koffi Olomide, mes amis et tout comme ça. Mais on n'arrive pas à atteindre nos amis. Quand je dis nos amis camerounais ou Côte d'Ivoire, les Blancs aussi, vraiment, pour venir maintenant, il y a la marche Nabiso. Quelle situation se passe vraiment dans notre pays. Là, je trouve qu'en fait, cause à la fierté, le Congo s'arrête et on n'arrive pas à aller au-delà. Ou bien on peut aller au-delà, mais on est trop peu. Par exemple, il y avait une grande à moi qui, précisément pour le 2 août, et il y avait 100 personnes. Plus ou moins 100 personnes. Pour notre situation, pour la diaspora congolaise, Oezana Kati à Belgique, 100 personnes pour aller commémorer le génocide qui se passe chez nous. C'est trop peu, Kani. Je comprends. Hein. Et là, on revient encore à la racine ou à la source du problème. Il faut se le dire, hein, l'État, à un certain moment, peut-être pour des raisons de conserver un pouvoir fort et je dirais individuel à l'époque du président Mobutu, l'État avait créé, en fait, je dirais, des activités pour que les gens se sentent aussi fiers d'appartenir aux grands Zaïre. Mais après, ça a disparu. Et la Kabylie est même encore présent. On se rend compte que l'État ne met pas en place des symboles nationaux, qui vont permettre à ce que tous les Congolais se mettent ensemble autour d'une identité commune et soient fiers de leur patrie. Et l'État n'arrive pas à valoriser, en fait, nos héros et héroïnes, en fait, comme on dit, révérer, en fait, des personnes qui ont travaillé pour notre pays. Pourquoi pas en faire des idoles pour que les jeunes aient de repères. Par exemple, Toyebi Kaka, si aussi on parle de héros national, pour notre histoire, on ne peut pas que avoir Lumumba. Mais si on est un jeune Congolais, à Pesabiso Congo, un héros national du Congo, Toyebi Kaka Lumumba. Même Lumumba dont tu parles, il faut le savoir que ça a été un combat pour que, au niveau de la RDC, réellement, les gens reconnaissent le côté héroïque de Patrice Emery Lumumba. Patrice Emery a été Lumumba, c'est-à-dire le héros, d'abord pour le monde avant pour les Congolais. Il faut le savoir, parce que la propagande coloniale a fait en sorte que l'image de Lumumba soit gâchée. Par exemple, moi, je fais partie du Congo central, dans le Bas-Congo. Quand on parle de Lumumba, les gens sont bloqués parce qu'ils veulent qu'on parle aussi de Kasavubu, où ce sont des pères de l'indépendance. Mais on est entré dans ce conflit, divisé pour mieux régner. Lumumba a été reconnu héros d'abord par le monde, avant d'être reconnu en RDC. Et l'histoire de Lumumba, nous, on organise de visites guidées à Kinshasa. L'histoire de Lumumba est peu, voire mal connue dans notre génération. C'est-à-dire l'État ne met pas en place des moyens, que ce soit du point de vue culturel, que du point de vue scientifique, pour que nous puissions connaître l'histoire de notre pays, l'histoire de nos génies, de nos héros et héroïnes qui ont travaillé, qui ont sacrifié leur vie pour le pays, pour que ça serve d'inspiration. Et qu'est-ce que ça crée? Ça crée une rupture. Déjà, des parents qui ont eu à sacrifier leur vie et qui n'ont pas été reconnus, qui vivent dans la pauvreté, malheureusement, transmettent un discours défaitiste à leurs enfants. Un discours qui amène la rupture de liens patriotiques. Mboko Ekobonga Susute. Oui, il faut le quitter. Congolaza Mutute. Pour des personnes qui sont dans la diaspora, ça sert à quoi aux Zonga Mboka? Reste ici. Mboka Waneza Bienté. Tu grandis avec ça. Oui. Congo déjà batté Kango. Moi, je pense que ça me traumatisait parce que je me dis, mon pays batté Kango. Exactement. Congo déjà batté Kango, c'est un truc, ça me traumatise. Et nos parents ne se rendent pas compte, pas forcément à tort, quand ils disent ça,
mais ils ne se rendent pas compte de l'impact que ça crée dans notre génération. Il y a une totale rupture, en fait, dans notre génération, en ce qui concerne le lien patriotique qu'on a avec le Congo. Oui, on va se sentir congolais simplement parce qu'on entend Fally Ipupa ou Werenson, on comprend. Mais par après, là où on mesure le degré de patriotisme, c'est au niveau du sacrifice qu'on est prêt à faire pour sa nation. Oui. Et là, ça demande de l'engagement. Et c'est là où ça n'existe pas dans notre génération. Les gens vont parler de la RDC du point de vue musical, mais quand il faut sortir pour une marche, quand il faut créer des structures comme tu es en train de le faire pour la RDC, descendre à Kinshasa, travailler avec les jeunes, c'est là où on est testé. C'est là où on voit notre degré de patriotisme. Quand on rentre au pays, pour des personnes qui rentrent au pays pour travailler, au-delà de son petit salaire, de se dire, oui, moi, je peux peut-être organiser des ateliers de devoirs pour les enfants qui n'ont pas la chance d'être dans de bonnes écoles, c'est-à-dire faire quelque chose qui va au-delà de ta propre famille, de ta petite communauté, qui touche la communauté dans son ensemble. C'est ça l'engagement. C'est à ce moment-là qu'on mesure les degrés du patriotisme. Et c'est là qu'on voit qu'on a un réel déficit. Et c'est la conséquence, en fait, de ce manque de reconnaissance, de ce travail qui n'a pas été fait par l'État, en fait, pour rendre la population patriote, fière de sa patrie. Et aujourd'hui, on en paye les conséquences. Lorsque vous voyez quelqu'un comme Mamadou Ndala, qui a sacrifié sa vie, en fait, pour l'intégrité territoriale, et aujourd'hui, personne n'en parle. Rares sont de jeunes qui connaissent l'histoire de ce grand monsieur. OK? Est-ce que vous pensez que quelqu'un va être prêt à se sacrifier pour une telle nation? Vous voyez, l'État ne reconnaît pas ses enfants et les enfants prennent de la distance, malheureusement. Et donc, même en Europe, tu invites quelqu'un à une marche, il a l'impression que c'est une perte de temps. Parce que le patriotisme, OK, c'est l'amour qu'on a vis-à-vis de la patrie. Et l'État permet à ce que la nation vous rende l'ascenseur. Qu'est-ce que l'État fait pour moi? Vous voyez, qu'est-ce que l'État fait pour moi? En termes de reconnaissance, qu'est-ce que l'État fait pour nous? Malheureusement, c'est assez difficile. Parce que lorsque, de manière générale, je parle, vous êtes dans un système, je dirais encore colonial. Et c'est là où les gens ont totalement tort de penser que quand on parle de la décolonisation, c'est quelque chose de désuet, il n'y a qu'à là. Oui, c'est déjà passé, les Belges sont partis. Non, la colonisation ou le colonialisme, c'est un système. C'est un système de dépossession, d'oppression, de déshumanisation, qui a peut-être commencé avec le portugais au XVe siècle, qui a continué avec le belge, et puis par après, qui s'est pérennisé avec nos pères et mères, qui sont devenus nos propres colons. Ouais. C'est le fait qu'une minorité puisse opprimer, déposséder une majorité. Et lorsque vous avez un système colonial qui opprime la population, ça fait en sorte que les gens ne vivent pas dignement. Des personnes qui sacrifient leur vie pour le rayonnement de notre nation ne sont pas récompensées. Et lorsqu'ils ne sont pas récompensés, ils n'arrivent pas à élever leurs enfants, en fait, à éduquer leurs enfants comme des êtres dignes. Vous voyez? Et donc, ça fait en sorte que nos parents aient un message de rupture. Ça fait en sorte que les gens se disent, nous sommes dans un système corrompu, ça ne sert à rien que moi je me sacrifie. Parce que l'État n'arrive pas à rendre l'ascenseur, n'arrive pas à faire vivre dignement la population. Donc, il faut décoloniser notre système de gouvernance. Oui. Il faut décoloniser notre manière de gérer l'État, nos politiques publiques, pour que ça permette à la population de vivre dignement, ça permette à ce que l'État puisse honorer les génies, nos héros et nos héroïnes, pour que la jeunesse ait de repères. Moi, si je vois Bitulux avec tout ce qu'elle fait et que par après, l'État arrive à reconnaître, par après, l'État crée de politiques publiques pour que Bitulux, grâce à son travail, puisse vivre dignement, je me dis, je peux me sacrifier pour ce pays. Lorsque ça n'existe pas et que l'État est encore colonial comme il est en termes de gouvernance, il ne faut pas essayer de miracle. Il ne faut pas espérer de miracle. Ça ne va pas arriver. Ouais. Et j'étais sur TikTok et je regardais des lives. Et des fois, j'aime bien rentrer dans des lives de nos parents pour un peu voir le débat politique, de quoi ils parlent et tout ça. Et vraiment,
classique, hein, depuis qu'on est né, quand on les a montoutés, Oyozoba, Oyopekuna, bon, des insultes, hein, très, vraiment super négatifs sur le Congo. Avec ton explication aussi, je comprends parce que actuellement, c'est comme ça, les gens sont énervés, donc les gens sont négatifs. Et après, ils disent, Thomas Tissapé, jeune, donc on fait monter aussi des jeunes pour qu'ils puissent aussi donner leur avis. Et moi, et je me dis, OK, je me mets aussi candidat. Et moi, j'étais juste choquée de la manière que la conversation était négative. Hein. Moi, encore, tu vois, moi, je suis jeune dans toute ma force et je ne me rends pas compte que les gens qui parlent, hein, ça fait peut-être papa a 50 ans, comme tu dis, a travaillé pour le Congo, a fait beaucoup de choses. Et moi, je monte avec mon enthousiasme et tout comme ça. Oui, on t'écoute, Vichy. Je dis oui, en tout cas, les parents, moi, depuis que je suis cette conversation, vous êtes que en train de parler négatif sur le Congo. En tout cas, ça ne me motive pas. Je vous demande vraiment, peu importe la situation du pays, soyez pas si négatifs. Motivez quand même hein, les jeunes. Hein, vous avez un peu d'espoir. Hein? Kani, on m'a insulté. Moi-même, je regrettais pourquoi je suis montée sur ce live. Il y a une maman, elle m'a dit, ferme-la. À qui tu fais la morale? Hein? Qu'on motive des jeunes. Moi, ici, jamais je peux motiver ma fille qui finit ses études ici en Europe, à Kende, Koluka Musala, na Congo. Parce que je sais que na Congo, ma fille peut être compétente, elle peut être talentueuse, elle peut avoir tout ce qu'elle veut dans sa poche. Mais au Congo, pour nos jobs, il faut être pistonné, il faut être ça. Donc, toi, tu vas venir faire à qui la morale qu'on doit motiver nos enfants? Oh, il faut rester, je veux envoyer mon enfant en enfer. Toi, tu vas envoyer ton enfant en enfer? Et tout le monde a dit, oui, Akita, Akita. Et j'ai eu chaud parce que je me suis dit, je comprends la maman. Mais je me dis, mais quelle génération alors? En fait, Toko Bandawa, puis maintenant je comprends aussi, c'est que quand il n'y a pas de super-héros honorés parce qu'ils se sont battus pour le pays, ben, c'est aussi dommage que génération on a croire en fait que voilà, ils vont être honorés s'ils donnent quelque chose. Non, c'est vraiment, cette situation m'a tellement marquée et il n'y avait personne, tout le monde a dit Akita. De toute façon, il n'y a pas un Moulouba Moutou, il y a UDPS. Dans la vie, hey! Mais ce sont de frustrations. Et moi, je comprends. Ce sont de frustrations. Moi, je dis la déception, la désillusion de nos parents en ce qui concerne le Congo constitue des raisons de rupture de sentiments patriotiques pour les enfants. Ouais. Nous en payons le prix. Nous avons entendu ces discours toute notre vie et voilà ce qui se passe. C'est pour cela qu'il est important de réfléchir sur des pistes de solutions. Ouais. Et nous, au sein de notre collectif, quand on parle de la décolonisation, en fait, c'est pas simplement de changer de président de la République qui va amener un changement. Non, c'est de changer une idéologie de gouvernance. Cette idéologie, je dirais, d'accaparement de richesses par un groupe assez réduit au détriment de la majorité nous tue. Et parmi les pistes de solution, nous devons arriver à mettre en place un système de gouvernance basé sur l'Ikimuntu, ou comme on le connaît, le Ubuntu, c'est-à-dire être au pouvoir pour servir le plus grand nombre, en fait, pour servir la communauté. Et lorsqu'on arrivera à ce style, pour faire simple, à ce style de gouvernance, il y aura un changement, parce qu'on aura des répercussions assez positives dans notre communauté. Des gens vont se sentir reconnus, valorisés par leur nation, et les gens auront cette facilité de rentrer en RDC pour travailler, et de personnes qui seront sur place au pays ne voudront pas quitter leur pays parce que c'est un enfer. Ça sera un lieu où il fait beau vivre et ils pourront rester et développer leurs compétences. Donc c'est vraiment un début. Pour moi, c'est un début à tout. Oui. Si on n'arrive pas à décoloniser notre classe politique,
notre système politique, on ne va jamais avancer. Oui, et moi, je me dis, si on prend l'exemple de la musique, comme on fait avec la musique congolaise, si on investit aussi, par exemple, on regarde maintenant Rumba, qui est maintenant dans le patrimoine de l'UNESCO et tout ça. Qu'est-ce qu'on en fait? Ouais. C'est la question qu'il faut se poser, qu'est-ce qu'on en fait? Une fois même, j'ai eu une discussion aussi avec toi par rapport à ça. Qu'est-ce que l'État met en place pour valoriser cet acquis? Est-ce que l'État organise par exemple un festival, comme tu l'avais dit, sur la rumba congolaise? Parce que ce festival va permettre à ce que les gens du monde entier se disent on va aller au Congo. C'est aussi une source d'entrée pour l'État congolais. Okay? L'État ne réfléchit pas sur nos acquis en fait. Okay? Et n'arrive pas à mettre de moyens pour valoriser notre culture. Vous imaginez aujourd'hui avoir de Damso, avoir de Tiakola, avoir tous ces ambassadeurs culturels qui évoluent en Europe. Qu'est-ce que l'État fait pour utiliser ce soft power pour le Congo? Ces personnes peuvent être de porte-parole de la RDC pour que les gens connaissent ce qui se passe en République démocratique du Congo. Vous voyez? Mais l'État doit arriver à travailler avec eux, créer de conditions. Vous voyez? Le monde culturel, pour moi, c'est un monde qui est important pour susciter le patriotisme. Vous avez le média, vous avez le cinéma, vous avez la chanson. En plus, on est tellement créatifs. Exactement. On a tellement des idées, nous. C'est ça que je trouve vraiment, parce que je me dis, cette créativité, je suis sûre aussi que sur le plan éducation, pour faire avancer notre pays, comme on fait avec la musique et le théâtre, on peut s'y mettre. Exactement. Mais il faut un accompagnement de l'État. Oui. Aux États-Unis, pour citer un tel pays, on peut tout critiquer des États-Unis, mais quand on regarde la propagande qu'ils font via leurs films, via la musique, vous voyez qu'il y a une machine derrière, en fait. Il y a un storytelling. Exactement, un storytelling pour que les Américains se sentent fiers de leur pays. Okay? Tu tues un Américain aujourd'hui, tu as de sérieux problèmes. Regardez ce qui s'est passé le 11 septembre, les discours de Bush. Regardez ce qu'ils ont fait quand ils sont partis tuer Oussama Ben Laden. Je n'encourage pas ça, mais je parle comment une nation a essayé de créer, voilà, comme tu dis, le storytelling. Vous voyez le discours de Barack Obama, en fait, on te fait comprendre, tu ne blagues pas avec un Américain. Aujourd'hui, la vie d'un Congolais vaut quoi? Et si ma vie ne vaut rien, vous pensez que je vais me battre pour garder peut-être mon passeport congolais? On est pris pour de fous, hein, nous qui sommes rentrés et avons encore de passeport congolais. Oui. Mais pourquoi? Parce que l'État ne met pas en place de politique publique pour qu'on se sente fier de notre nation, pour qu'on se batte pour notre nation. Donc, parmi de pistes de solutions, il faut vraiment transformer, accompagner ces individus qui sont de porte-étendard de notre culture, de notre fierté nationale, que l'État travaille avec ces personnes pour que réellement on suscite en fait ce sentiment patriotique et qu'on arrive à ce sacrifice suprême, se dire je suis prêt à rentrer pour servir mon pays, je suis prêt à mourir pour mon pays parce que je sais que ma nation me le rendra d'une certaine manière, pas simplement de manière pécuniaire en termes d'argent, mais même en termes de reconnaissance. Moi, je n'oublierai jamais ça quand je parlais de remontada. Il y a quelqu'un qui s'appelle Toueba, qui est un ancien numéro 9 de l'As Vita Club. En fait, lui, il marquait que 2 buts à la dernière minute. C'est le Real de Madrid personnifié, quoi, à l'époque. Et en fait, quand à Kinshasa, on parle de Nzombo le soir, c'est ce monsieur. Ah ouais, je connais. Je vois le nom, j'ai déjà entendu, mais je ne connais pas l'histoire. Exactement, mais l'histoire n'est pas racontée. L'État ne fait absolument rien, même aussi The Club, en termes de storytelling pour inspirer des jeunes, ne fait absolument rien. En fait, on laisse mourir nos héros dans de poubelles comme ça. Et on a toute une génération qui manque de repères, qui manque de références. Restons dans le football. Hein. On a de Mbokani, de Shabani Nonda, Trésor Loaloa qui ont accepté de jouer pour la RDC. Comment ils sont considérés? Est-ce que quand ils entrent au stade, là, on organise de moments d'accueil, de reconnaissance pour eux? Ce n'est pas que l'argent, mais c'est le message derrière. Et Jeune Kabongo, moi j'ai la chance de connaître Jeune Kabongo parce que j'ai grandi à Matongé. C'est une légende. Il a joué à Lyon. Il a joué avec Santos Moutoubi le Léopard et il a évolué à Lyon. Moi, j'ai eu la chance de le connaître parce que j'ai grandi à Matongé, à Kinshasa. Mais en aucun moment, on a rendu hommage à Jeune Kabongo. Mais Jeune Kabongo a été accueilli
au stade de Lyon par tout un stade et applaudi. Ce n'est pas un Congolais, mais il a servi Lyon. Qu'est-ce que l'État fait pour rendre hommage à toutes les personnes qui ont servi la nation? À rien. Et on doit commencer par là. Ouais. Et côté, même juste pour en revenir pour les parents, vraiment, qu'est-ce que les parents alors, à Takutu, ils ont ce sentiment-là de désespoir, mais comment ils peuvent surmonter ça et qu'est-ce qu'alors on doit donner là? Tantôt, moi, j'avais dit, même si on va à la situation actuelle, donner au moins la force. Mais qu'est-ce que toi, t'en penses? Qu'est-ce que les parents qui sont tellement découragés peuvent arrêter, en fait, à donner des messages décourageants comme ça à leurs enfants? Et comment les enfants qui ont toujours entendu des choses négatives sur le Congo, par eux-mêmes, parce qu'après un moment, quand il n'y a pas à la maison, tu dois aller le faire toi-même. Ils peuvent commencer par où? Et ouais, ils peuvent commencer par où? Comment trouver ton chemin alors par toi-même, t'éduquer sur ton pays et d'avoir cet amour? Bon, je dirais, il est d'abord important, je pense que nous sommes en train de grandir, d'être des parents. C'est difficile, hein, dans notre situation actuelle, d'être des parents qui feront naître le patriotisme dans le cœur de nos enfants. Comment créer le patriotisme dans l'enfer qui est le nôtre? Moi, je le dirais, c'est ce que nous, on fait au sein de notre collectif, c'est réellement de connaître l'histoire de notre pays. Notre pays actuel, voilà, on sait qu'à l'époque, on avait de grands empires de royaumes. Comme je l'ai dit, unis par le sort, l'esclavage, la colonisation a fait que, voilà, on est le Congo d'aujourd'hui. L'histoire a fait de nous une nation. Parce qu'on a un passé commun, on a un présent commun, et nous tous, on doit chercher une destinée commune qui est notre libération totale. Lorsqu'on arrive à partager l'histoire de notre pays, à expliquer à nos enfants ce que représente le Congo, du point de vue mondial, les enjeux autour du Congo, cela suscite en fait, je dirais déjà un patriotisme. Pour se dire, ok, nous sommes des damnés de la terre, pour l'instant, nous sommes des vaincus. Nous devons travailler maintenant pour devenir de vainqueurs, pour devenir des bâtisseurs, de propriétaires de notre propre nation, de propriétaires de nos richesses. Pour moi, c'est un rendez-vous avec l'histoire. C'est une destinée de se dire, on doit travailler pour avoir, je dirais, l'étoffe des bâtisseurs, des acteurs du changement pour le Congo. On connaît l'histoire de la RDC, c'est l'histoire de les damnés de la terre. Est-ce que nous allons abandonner ce pays? C'est un choix. Et nous, on se dit, non, chaque pays qui traverse une situation difficile, il faut qu'il y ait une génération qui arrive et qui change de directive et de direction. Donc, nous devons être cette génération qui se dit, nous devons changer la direction de notre pays, le conduire vers une direction de liberté et de changement positif. Donc, nous devons être la génération peut-être qui va mener une vie sacrificielle. Au-delà de mon petit boulot, de ma petite famille, je dois travailler pour mon pays. Peu importe le domaine. Je dois redonner la dignité à mon pays et à mon peuple. Et lorsque nous aurons travaillé sur ça et que nous aurons réellement changé notre système de gouvernance et notre classe politique qui sera au service de la population, et c'est à ce moment-là qu'on va commencer, on aura déjà joué notre rôle, c'est-à-dire c'est que la population a fait pour la nation, et c'est à ce moment-là que la nation va commencer à rendre l'ascenseur aussi à la population. Donc c'est vraiment le changement de paradigme. Rien, comme je l'ai dit, le patriotisme, c'est un construit social. Rien ne tombera du ciel. Ne pensons pas que quelque chose va germer de la terre, d'elle-même, pour faire naître le sentiment patriotique. Non, c'est le travail d'une génération. Frantz Fanon le dit, chaque génération, dans une relative opacité, doit découvrir sa mission, soit pour l'accomplir, soit pour la trahir.
Nous, notre mission, c'est de sortir le Congo de l'enfer pour le ramener à la liberté. Quand Lumumba dit l'avenir du Congo est beau, c'est une vision. Oui. Nous devons transformer ce Congo en grand pays à un Congo beau. Il fait beau vivre pour ses enfants. Mais il faut qu'une génération fasse son travail. Aujourd'hui, on critique les pères et mères de l'indépendance, certains même, à tort, en disant que oui, ils ont été pressés d'obtenir l'indépendance. Mais ils ont fait leur travail. OK ? Ils nous sont sortis de la colonisation en tant que système. Mais maintenant, on suit très bien le discours de Lumumba, notamment le 30 juin. Et même après, il nous rappelle qu'il y a une autre lutte qui doit commencer vers la libération totale. Et notre génération doit s'engager pour se dire on doit travailler pour la libération de notre pays. Et c'est une mission générationnelle. Et on doit être prêt à l'assumer. Et donc, l'appel est lancé. Il faut que les gens répondent, en fait, pour se dire on va travailler, que ce soit au Congo, que ce soit dans la diaspora, pour redonner une certaine fierté, une certaine dignité à notre nation. Sans cela, rien ne va changer. Donc, si j'ai bien compris, c'est que les parents peuvent faire, c'est vraiment dire aux enfants la mission de leur génération. Exact. Le pays se trouve dans cet état, mais toi, en tant que jeune, la mission, tu peux faire ça et ça et ça. Exact. Et connaître aussi l'histoire. Exactement. C'est que moi, je dis toujours aux jeunes aussi, c'est quand j'ai compris la force. Après, je ne dis pas que lire des livres, vraiment, c'est ça, voilà. Mais la force de m'acheter des livres et de commencer à lire, parce que ça part de toute façon de ton pays. Ouais. Quand tu vas lire quelques phrases, tu te dis, waouh, c'était comme ça. Dès que tu dis seulement waouh, c'est bon, t'es parti en fait. Et peut-être tu vas pas rester dans les livres, après tu vas aller dans des documentaires. En fait, toucher à tout. Essayer vraiment de toucher à tout et tout doit pas avoir sens en fait. Tu dois pas tout comprendre directement. Histoire ya Congo, compliqué, comprendre nini. Moi, ma mère me disait souvent, parce que j'étais tellement motivée, elle me regarde, elle me dit, Bichi, problème ya Congo yom toko si sangotin makambo no yozolo banga na kutaki yango ngana botami na kuti yango yo po kuti o botami po o kuti yango donc okosili sangote. Oui, c'est vrai, peut-être que na kosili sangote, mais je peux au moins le comprendre. Exactement. Et avoir quelques informations. Donc moi je dis vraiment aux jeunes, motivez-vous vraiment, cherchez, tu dois pas tout comprendre, mais au moins tu sais quand même quelque chose quelque part. Et après, c'est que moi, je vois aussi souvent chez nous, c'est que dans la communauté, des fois, quand on organise des choses aussi pour la communauté, c'est un peu chaotique. Pourquoi c'est un peu chaotique? C'est parce que quand on voit quelqu'un qui tient le feu, à Moutazu, il tient le feu, et les gens vont dire, c'est pas concret, il n'avait pas, ça là qui est réunion, mais il y avait pas ça, il y avait pas ça. À la place de dire ça, viens, apporte quelque chose. Parce que de toute façon, rien n'est concret. Ça ne se fait pas. Quand tu vois quelqu'un qui a idée à quelque chose et toi, tu vois qu'il y a des choses qui manquent, pour nous, c'est déjà, c'était un peu la même chose. Non, mais il y a quelqu'un qui a déjà une idée. Viens aussi, rajoute-toi. Exactement. Parce que nous, on attend, on dit que problème, il y a Congo, il y a beaucoup de choses, c'est pas concret. Maintenant, que ce qu'a sali le copoto soutenir, il faut la concret. C'est pas possible. Venez ajouter quelque chose. C'est ça vraiment le mal que moi j'ai dans beaucoup de choses aussi que je fais, c'est que quand j'ai des retours des gens, bien sûr, j'ai aussi des retours positifs et j'en suis contente. Mais quand les gens disent, c'était pas concret, il manquait ça, mais frère, toi, tu as alors cette expertise. Pourquoi tu viens pas? Exactement. C'est ça aussi vraiment qu'on doit comprendre que Moutoumou, quoi qu'il soit un leader, mais elle n'a pas tout. Et c'est pour cela qu'on continue à cracher sur des leaders, on continue à cracher. Mais toi qui craches, Osana Idé, Mata, viens et qu'on puisse construire vraiment des choses ensemble. Et comme tu dis aussi de la commémoration, moi je trouve qu'aussi notre génération, on doit vraiment apprendre à se donner des fleurs quand on est vivant. Maintenant, on commence aussi à faire ça, des trucs d'awards. On donne le prix à certains... je dis par exemple, on donne le prix à Jenny, la danseuse, parce qu'elle a fait ça et ça et ça. On donne le prix à Kani, on donne le prix à Ecolo, Incluvision, on va lui donner un prix.
Et ça aussi, ça nous aide en fait à se dire merci, à valoriser le travail qu'on est en train de faire et d'avancer. Exactement. Et c'est un point important. Je pense que nous devons quitter le leadership individuel pour arriver à un leadership communautaire. Le défaut parfois dans notre communauté, on va avoir un individu qui fait tout. OK? Et peut-être cet individu aussi veut tout faire en fait. On doit arriver à créer des associations, des collectifs où nous tous nous venons, nous mettons la main dans la pâte et on arrive à travailler pour atteindre l'objectif assigné pour l'organisation. On doit tendre plus vers des organisations que vers des exploits individuels. Rien n'empêche, à travers les organisations ou via les organisations, les génies vont se révéler de manière individuelle. Mais nous devons vraiment arriver à travailler de manière collective pour que si demain Menji n'est pas là, voilà, ça va être Kani qui va remplacer. Si Kani n'est pas là, ça va être Kawaya qui va remplacer. Mais voilà, c'est la structure, l'association, la communauté avant tout, et nous tous nous mettons notre génie là-dedans pour que nous puissions avancer. Et arrêtons de nous jeter de pierres, en fait. Si moi, je n'arrive pas à bien faire les choses, viens compléter. Oui, mais tu sais, quand j'ai organisé la réunion de jeunes Congolais, c'est là que j'ai compris à quel point on n'a pas l'habitude, en fait, que de réfléchir ensemble, en fait, de faire des réflexions, qu'on a plus l'habitude. Parce que avec 2 réunions, ce que j'essaie de faire, c'est vraiment appeler des jeunes. Venez, on va réfléchir ensemble. Moi, j'ai la volonté et j'utilise plateforme Nanga pour en fait attirer des jeunes et boya et on va parler. C'était comme si en fait les gens ne comprenaient pas. Parce que pourquoi j'ai vraiment compris ça? Parce qu'on n'a pas l'habitude à être appelés sur la table et réfléchir ensemble. Oui, mais tu étais là, oui, mais il n'y avait rien de concret. Je dis, les gars, n'a bien pour réfléchir ensemble. Et si c'est vraiment quelque chose que moi, j'ai vraiment envie de faire avec mon travail, c'est vraiment apprendre à notre génération, tu peux réfléchir sur les Congos et apporter ton idée sur la table. Exact. Quand on parle du Congo, tu ne dois pas seulement suivre Moutouma quoi lobby lokoboye, ale yopo landi, ale tobandi koyembela banzembo, totongi et lambana et longnay sur les puta, tobandi kola taillé. C'est là vraiment que j'ai compris parce que c'était vraiment difficile que Batoba comprendre que na sali 2 réunions et j'avais pas quelque chose de concret. Moi-même, j'avais pas de plan défini. Na bengi bino, na lobby, bon, on est là ensemble, to solo là. Et c'est là que je me suis dit, c'est sur ça qu'on doit mettre parce que c'est comme ça qu'on rate de perles dans la communauté. Pourquoi? Parce que on a l'habitude de suivre un plan déjà fait, déjà construit. Allez, bisso, to rouler caca avec ça. C'est vraiment que j'essaye, c'est ça vraiment que j'essaye de faire et c'est là que moi je trouve on rate beaucoup de perles, on rate beaucoup d'opportunités parce qu'on n'arrive pas à réfléchir ensemble. Ouais. Non, parfait. Et félicitations encore pour le travail que tu fais. On te suit à partir de Kinshasa. Et je pense que ces différentes associations qui essayent maintenant de travailler vraiment sur les problématiques du Congo vont susciter un nouvel élan pour notre pays. Oui, et vous aussi, merci beaucoup pour Écolo. Et si aussi tu peux dire aux gens où on peut trouver vos activités, comment s'inscrire, parce que ce travail, c'est tellement important, parce que quand on parle de la décolonisation, des visites guidées, il y a beaucoup des rues, des bâtiments qui sont là, qui font partie de notre histoire, qui ne sont pas soignés, on ne connaît pas. Et je me dis, quand on part aussi à Kin, on peut aussi se dire, en fait, Nazo Kende, pas seulement Pona, des choses qu'on connaît au beach, boyer, poulet maillot, mais il y a aussi vraiment des activités éducationnelles qu'on peut faire. Et on commence avec Écolo et dans le futur, j'espère qu'on aura encore plusieurs activités éducationnelles qu'on peut faire sur l'histoire de notre pays à Kinshasa. Si tu peux dire aux gens, on va trouver Écolo où? Oui. Comment s'inscrire? Déjà, sur nos réseaux sociaux, au niveau d'Instagram, on peut trouver le collectif Écolo avec K, même sur Facebook. Donc, c'est collectif Écolo, mémoire et héritage.
Donc, comme tu l'as si bien rappelé, hein, voilà, on travaille sur la décolonisation parce que les gens se disent parfois, oui, mais on a parfois déboulonné des statues à Kinshasa. On va faire encore un travail sur la décolonisation. Pourquoi? Et nous, on rétorque, on dit, est-ce que l'esprit colonial a été déboulonné de ton esprit? Et c'est cet esprit décolonial il faut vraiment déboulonner dans notre esprit, dans notre mentalité. Et c'est ce travail que l'on fait, et savoir aussi que la libération du Congo ne se fera pas sans l'Afrique. C'est pour cela qu'on se dit aussi, nous sommes un mouvement panafricain. Et nos activités, ce sont des visites guidées où les gens essayent de connaître l'histoire via l'espace public. On organise aussi des ateliers littéraires qu'on appelle Clinique Fanon, en faisant hommage à Frantz Fanon. Vraiment des livres phares à lire, que ce soit Peau noire, masque blanc, Les damnés de la terre, les livres d'Aimé Césaire. Et on organise des descentes dans des écoles et dans des universités. Pour l'instant, nous sommes encore au niveau des écoles, où on arrive à organiser des ateliers aussi littéraires avec les élèves, afin qu'ils connaissent réellement l'histoire, je dirais, décoloniale de notre pays. Et c'est accessible pour aller aux écoles, c'est quelque chose, c'est facile avoir la permission d'aller dans des écoles et parler des activités. C'est un vrai test. Ouais. Ma sœur, c'est un vrai test. Pourquoi? Parce que on revient encore à cet esprit patriotique. Les gens ne sont pas habitués à voir des jeunes travailler sans avoir un retour financier. Oui. Donc les gens sont en mode, vous venez dans une école, un samedi ou un vendredi, travailler gratuitement, vous gagnez quoi? Ils demandent l'agenda, en fait. Qui vous finance? Et pour l'instant, mais quand tu vas venir à Kinshasa pour une visite guidée, tu vas nous dire, moi, ma contribution, c'est 100 €, mais c'est uniquement des individus, quand ils viennent à nos activités, qui contribuent. Mais on n'a pas un financement, on n'a pas une organisation étatique ou para-étatique qui nous finance. C'est de nous-mêmes. Et on a de résistance comme ça. Il y a des gens qui disent, oui, on ne connaît pas qui vous finance, nous, on ne va rien gagner dedans parce qu'on a l'impression que vous gagnez financièrement dedans. Donc, on ne le fait pas. Donc, rares sont des écoles qui nous ouvrent vraiment les portes. Et d'ailleurs, il faut remercier une Congolaise qui travaille à l'école belge. C'était un challenge de nous ouvrir les portes de l'école belge à Kinshasa pour faire ce travail. Ma sœur de Rosen, si elle m'entend. Et voilà, nous avons besoin de toutes ces personnes qui vont nous ouvrir des portes, en fait, pour aller dans des écoles pour faire ce travail. Et cette mission au niveau des écoles, ça rend hommage à Paul Panda Farnana. Oui. On appelle ça Mission Farnana, qui est un personnage encore très peu connu dans notre communauté. Et voilà, on avance timidement. Et comme je disais, le vrai problème, c'est l'engagement. Parce que je travaille, j'ai des amis qui travaillent, et au-delà de leur travail, ils doivent faire des descentes dans des écoles. Donc, c'est difficile d'avoir des gens qui sont disponibles pour faire un travail dont ils ne mangeront peut-être pas le fruit. Oui. Et c'est là où ça mesure notre degré d'engagement. Mais voilà, petit à petit, on essaye de grandir. Et je pense qu'en termes de réalisation, nous ne sommes même pas encore à 10% de nos objectifs, et on pense qu'on y arrivera, quoi. Oui. Merci beaucoup pour votre travail. Et si tu peux terminer avec un mot à la jeunesse congolaise, like one word, Momokokak. Engagement. Pourquoi? Sans l'engagement, nous n'allons rien faire. On sait que la situation actuelle de la RDC ne permet pas à ce que on se dise on va rentrer au pays pour travailler, ou on va s'engager même au niveau de la diaspora pour redonner une image positive à notre pays. Mais si on reste comme ça, on agonise, en fait. Au lieu d'agoniser, organisons-nous. Parce qu'on a une chance, on ne s'en rend pas compte. D'autres pays, ils ont, entre guillemets, quasiment tout fait. Nous avons un pays à bâtir. Nous avons une nation à construire. C'est une mission générationnelle assez grande. Imaginons juste si notre génération arrive à relever le Congo.
comment nos noms seront prononcés par nos petits-enfants. Pour moi, c'est un appel de la destinée, c'est une mission sacrée. Engageons-nous. Au lieu d'agoniser, organisons-nous. Engageons-nous. Comme je disais, c'est une mission générationnelle. On a le choix. Soit on l'accomplit, soit on la trahit, mais au moins de grâce. Vraiment de grâce. Tant soit peu, essayons de nous engager, de travailler pour réellement accomplir cette mission qui est la libération totale du Congo, sortir le Congo du joug colonialiste, impérialiste, pour que le Congo soit réellement un pays où il fait beau vivre, un pays qui encourage les enfants à y rester, parce que là-dedans, ils réalisent leurs rêves et là-dedans, ils réalisent leur génie. Merci. Merci beaucoup, Kani. Merci. Oh, merci. Merci à tout le monde qui nous a suivis à la maison. Je sais que des conversations comme ça, c'est des conversations difficiles et même émotionnellement, parce que même moi, mon connaît Lazare, j'ai encore vraiment envie de me lever, de me dire, ah oui, je continue. Déjà, je donne déjà 80. Mais c'est que vraiment, Nazo Kende, à 100%, parce que l'engagement, notre génération a quelque chose à accomplir. N'oubliez surtout pas de partager cette conversation avec votre famille, avec vos amis. Publiez dans tous les groupes là, quand vous publiez des memes là, il faut publier. Quand Bichilux, quand c'est ma Bichi, vous publiez. Quand c'est Menji aussi, vous publiez. Quand on parle de Congo aussi, vous publiez. Donc n'oubliez surtout pas de partager. N'oubliez pas aussi de visiter Écolo quand vous êtes en vacances. Faites des activités comme ça. C'est super important. OK? Donc merci beaucoup et on se voit à la prochaine épisode. Thank you for watching. Bye. Bye. Et moi, je finis avec le mot écolo. Parce qu'il a comprendre sens. Merci, Kani. Merci, ma soeur. Merci beaucoup. Bye. Bye. Wow.